j'ai une question à te poser. On parle de, il y a des gens qui proposent des stratégies particulières pour reprendre des entreprises sans faire Ouais. appel aux banques aujourd'hui et en s'appuyant notamment sur la trésorerie disponible dans l'entreprise. Et ils font des montages qui permettent de racheter finalement des entreprises sans avoir à payer et à Au investir et tribunal, sans avoir un recours, des opérations au recourir aux tribunal, banques. des opérations Comment? au tribunal. C'est pas les opérations tribunales, c'est Ah vraiment non, du non, ah rachat. oui. Alors ce qu'on peut faire, oui. Alors ce qu'on peut faire, c'est Alors, par exemple, qu'est-ce que tu penses de ce dispositif? ben, Est-ce que c'est du pipeau? Est-ce que ça non, marche non, 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 vraiment? non, non, c'est malin, c'est une démarche, je l'ai fait déjà. C'est une démarche qui consiste à faire une location-gérance. Je propose au propriétaire de l'entreprise, imaginons, je veux vendre ma boîte. Moi, j'ai 80 balais, je veux vendre ma boîte, et puis j'ai des difficultés à trouver des gens qui veulent acheter ma boîte. Bon. Eh bien, je vais éventuellement faire ce qu'on appelle une location-gérance à un repreneur qui va prendre la gérance de la boîte et qui va l'exploiter pendant 3 4 ans et qui va me payer. La boîte va me payer le prix que je veux de la boîte. Donc, D'accord? j'utilise la trésorerie de l'entreprise, j'investis rien. Moi, investisseur, j'investis zéro. J'investis zéro. Seulement, il faut que la boîte soit saine, qu'elle ait un peu de trésorerie, qu'elle tourne, etc. Je reprends la location en gérance de la boîte et au bout de 3 ans, le problème est réglé. La boîte m'appartient. Alors ça, c'est efficace parce que ça suppose sauter les banques. Effectivement, je n'ai pas besoin des banques. Sauf après, si je veux développer des projets à l'intérieur de l'entreprise où j'ai besoin d'un peu de financement. Oui, mais la reprise de la boîte, je le fais sans l'intervention de la banque. En fait, c'est toi qui paye La boîte, c'est la le société qui paye. propriétaire La de société, l'entreprise, c'est c'est ça? la société qui s'auto-achète. Oui, la société s'auto-achète. C'est une location-gérance. C'est géré par des textes très précis sur un plan juridique. Il y a des contrats de location-gérance. Alors, ça présente deux intérêts. Un, j'investis rien. Deux, si par malheur, le petit papy ou la petite mamie qui m'a vendu la boîte a essayé de me faire en dôle, c'est-à-dire qu'il y a comment dire, des parties cachées que je n'ai pas, encore ne m'a pas ont été dissimulées lors de la concrétisation de ce contrat de location-gérance, je peux sortir du contrat librement. Et le petit papy Mais, reprend sa boîte, la petite mamie reprend sa boîte, et moi, je ne suis pas affecté. mais quel est l'intérêt du vendeur? Bah, je veux par exemple 1 million de ma boîte. Et la boîte, elle vaut, allez, à tout péter, 700 000 balles. Bon. Allez, sur 3 ans, je peux me dire, OK, on va faire 300, 300, 300. Et on arrive à 1 million, quoi. Alors que si je dois acheter la boîte 1 million alors qu'elle ne dépasse pas 700 000, je peux avoir tendance à dire, bon, allez, c'est c'est pas une affaire géniale. Donc, je peux vendre ma boîte un peu plus cher en étalant sur le temps la période de location-gérance. C'est l'intérêt pour le vendeur. L'intérêt pour l'acheteur, ça ne lui coûte rien. C'est des sorties de la boîte qui sont faites. C'est une économie d'impôt, en fait. En partie. C'est une économie d'impôt qui est faite sur la boîte, qui est détournée vers le paiement de l'ancien propriétaire. En fait, celui qui reprend, en fait, qu'est-ce qu'il met, qu'est-ce qu'il investit lui, qu'est-ce qu'il met Rien, sur la table en fait? rien, 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 Walou, rien, rien, pas un sou. Il met simplement sa capacité à gérer la boîte et le petit papy à prendre sa retraite et éventuellement surveiller ce qui se passe. Mais le petit papy, il perd la gérance de la boîte et c'est le nouvel intervenant qui reprend la gestion de la boîte. C'est ça Mais il y a l'intérêt. un risque ici. Il y a un risque ici. Ah, bien sûr, il y a un risque. C'est le risque d'entrepreneur, c'est que je fais n'importe quoi, je détruis la boîte et le papy se retrouve avec une boîte C'est ça. complètement Oui, c'est un cassée. risque très important. Est-ce qu'il n'y a Ouais. pas une assurance que peut prendre le vendeur potentiel pour s'assurer contre ce risque-là, ce risque-là? Regardez, si vous avez un restaurant par exemple. Bon. Moi, je reprends le restaurant. C'est un restaurant classieux où les gens avaient plaisir à venir, très belle ambiance, très belle clientèle, repas soignés, etc.
Et puis, comme la restauration, moi, j'y connais trois fois rien, je transforme ce restaurant en une espèce de guinguette infâme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le mal est fait. Oui, Mhm. Le mal est fait. J'ai donc bien rencontré dans ma réfléchir. vie, j'ai rencontré dans ma vie un type qui faisait la chose suivante. Et ça s'est beaucoup pratiqué dans la restauration, dans les hôtels de restauration. Mais c'est un voyou, le gars, hein, c'est un voyou. Le gars, qu'est-ce qu'il faisait? Il rencontrait des gens qui voulaient céder leurs hôtels. Alors, des hôtels, pour ne pas le citer, c'est l'hôtel qui était à Barbizon. J'ai rencontré la personne par hasard. Je suis allé déjeuner là-bas et puis je sympathisais avec ce gars. Bon. Et puis en discutant, je dis que je faisais la reprise d'entreprise, etc. Oh, mais c'est génial, etc. Donc il faut qu'on se revoie. Du coup, il m'invite à dîner dans son truc là-bas. Et puis on commence à discuter. Et lui, son business model, c'était quoi? Il prenait en location-gérance un hôtel avec 40, 50 chambres. Donc déjà quelque chose d'assez conséquent en chiffre d'affaires. Bon. Avec une restauration. Bien. Il reprend les en location-gérance. Et puis, donc il y a un loyer à payer tous les mois pour rembourser le prix du truc. Et puis, ou tous les ans. Et puis, au bout de 6 mois, il allait gratter la toiture de l'hôtel. Et il y avait deux, trois chambres qui malheureusement avaient pris l'eau, qui ne pouvaient pas commercialiser. Et donc, il envoyait une sommation au propriétaire de l'hôtel de remettre ses chambres en ordre. Et il bloquait les loyers sur un compte séquestre. Alors souvent, la toiture, ça prend des proportions, des fois un peu. Les gens ne pouvaient pas payer le coût de cette toiture. Et du coup, il restait pendant 2, 3 ans sans payer le loyer et il exploitait l'hôtel. Voilà un vice. Alors, le propriétaire, au bout d'une procédure, finalement réussissait à récupérer son truc. Mais bon, une procédure, ça peut durer 3, 4 ans. Et l'autre, pendant ce temps-là, utilisait Dans, l'hôtel. dans, dans le système de la location-gérance, le propriétaire rentre dans ses frais grâce au loyer payé par le gérant, c'est ça? Absolument, absolument. Et le Mais gérant, lui, la il boîte doit bien s'achète toute seule. calculer l'affaire. La boîte s'achète toute seule. Le client doit bien, et donc c'est limité dans le temps, évidemment, la Ah bah location-gérance. oui, c'est sur trois. Bah, vous voulez prendre votre retraite, vous voulez prendre votre retraite, vous voulez pas prendre votre retraite dans 10 ans. Donc, vous voulez prendre votre retraite, je dirais c'est trois Trois quatre ans, ans, c'est trois trois quatre ans, ans, quelque chose quatre comme ans. ça. Mhm. Mais c'est un système qui est malin, hein, de passage de témoins. Parce que quand on a créé une boîte, c'est un petit peu comme son bébé. On va pas tuer son bébé. Donc même à 80 et des brouettes, je vais pas tuer mon bébé, c'est ma boîte, c'est moi qui l'ai créée, c'est ma création. Donc si je trouve quelqu'un qui reprend et puis qui continue ce que j'ai entrepris, c'est fabuleux. En plus, le personnel que j'ai employé, c'est des gens avec qui j'ai une relation. Vous savez, il y a des gens qui ont une relation des fois sentimentale avec leur personnel, ça existe. Et donc, À la oui, pardon, je te coupe, non, mais non, j'avais une question. Donc, pour être sûr, à la fin de la période définie, qui peut être 3 à 5 ans, c'est ça? ouais, C'est quand ouais, c'est c'est combien la période classique? c'est degré à gré, c'est degré à gré. 3 ans, généralement, c'est la période la plus 3 pratique, ans. mais Au bout de 3 ans, la boîte est payée, du coup, c'est ça? Enfin, ouais, le propriétaire, et les lui, parts, le contrat s'arrête ouais, et, et les parts sont remises et au les nouveau parts sont propriétaire remises à celui qui a opéré la boîte, en qui a fait, opéré qui a la opéré boîte, l'entreprise. absolument. Ouais, C'est-à-dire, c'est une sorte de contrat de location-vente, c'est ça? ouais, ouais. C'est location-gérance, oui. Occasion Alors, gérante. est-ce que c'est ça, en fait, Une c'est équivalence le en montage? immobilier, une équivalence en immobilier, ça serait le viager. Ah, Une ouais, ouais. équivalence en Ouais, c'est immobilier, ça. ça serait comme un viager, quoi. Vous Ouais, ouais, payez, c'est ça. Ouais. puis quand la personne, sauf que là, quand la personne meurt, Mhm. bon, ben, c'est pas le cas, là, mais quand la personne meurt, c'est à vous. Bon. Mhm. Philippe, une Alors question sur le. d'ailleurs, il y a une astuce dans le marché du viager. Je ne sais pas si vous le savez. Bon, on va parler de choses. Mais si vous connaissez un gérontologue, ce gérontologue, il est au courant de l'état de santé de ses patients. Et donc, vous savez exactement quels sont les numéros gagnants et les numéros moins gagnants, Mhm. si vous voulez faire du viager. Bon, j'avais une dernière question à te poser là, notamment sur le contexte ici. BPI
et notamment sur les prêts bancaires, qui était quand même un de tes Ouais, sujets au départ. ouais, ouais. On dit que la BPI, notamment pour le financement des prêts bancaires, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps. Si Ouais, ouais, ouais. la BPI donne son accord, à ce moment-là, les choses deviennent possibles avec les autres banques. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que c'est ça la réalité? On s'en approche étrangement. La BPI, il faut faire une grosse. La BPI, j'ai dû avoir une vingtaine de dossiers à peu près. Sur les 20, il y en a 14 qui y sont passés. Les 6 autres, pourquoi ils ont été rejetés? Trop risqués. Pas dans l'axe de financement de la banque. Créateur trop jeune. C'était un étudiant qui voulait monter une boîte, je me rappelle. Bon. Et en fait, Mhm. la BPI, qu'est-ce qu'elle fait au départ? Elle donne un prêt. Alors, ils offrent un prêt de l'ordre de 30, un prêt d'honneur de 30 000 € à peu près, généralement qui n'est pas remboursable. Et après, on peut solliciter, donc, en fonction de la montée du projet en puissance, on peut aller solliciter d'autres prêts. Bon. Mais il vaut mieux à ce moment-là aller voir une banque standard en disant voilà, on a eu un prêt d'honneur de la BPI. Alors, je dirais, ça labellise un peu le projet, quoi. En disant, ben, si la BPI a dit oui, c'est que c'est peut-être pas idiot. Bon. Mais sans BPI, on peut quand même accéder à des prêts bancaires si le projet a du sens. Et Mhm. ensuite, je vous parlais de Doctolib tout à l'heure, c'est pour moi, c'est le truc incroyable. C'est que la banque qui débloque 300 millions, alors là, moi, les bras me tombent. Alors que si vous obtenez 30 000, 50 000, allez, 100 000 balles à la BPI, c'est le bout de la planète. C'est le bout de la planète. Quels, quels sont les taux, je dirais, acceptables aujourd'hui si un investisseur, enfin si plutôt un porteur de projet souhaite recourir à un prêt bancaire plutôt qu'à de l'equity, d'accord? Quel va être le taux acceptable pour le prêteur aujourd'hui sur un projet qui est, on va dire, un projet greenfield, que ce soit dans le domaine industriel ou dans le domaine, par exemple, minier? J'ai toujours en tête, Quelle bon, va être l'attente du prêteur en ouais, termes de ouais, taux et ouais. de garantie? J'ai toujours en tête quand j'étais plus jeune, Jacob Suchard. Jacob Suchard, c'était une boîte qui était merveilleuse, qui fabriquait du chocolat et qui opérait au niveau mondial. C'était une superbe entreprise. Et du jour au lendemain, la boîte est passée chez Kraft. Alors tout le monde s'est posé la question en disant mais qu'est-ce qui se passe? Je vous parle de ça il y a une vingtaine d'années. Hein, bon. Non, il y a plus de 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Jacob Suchard, c'était un type qui était minoritaire dans son entreprise, c'est lui qui gérait la boîte, et il a voulu être maître après Dieu de sa boîte. Et donc, il s'est endetté auprès des banques pour devenir maître après Dieu. Et à l'époque, les taux bancaires étaient plus dans l'ordre des 8-9%. J'ai connu du 9%, moi. Et ils s'endettaient à 8-9%. Et sa boîte rapportait 4-5. Ah ouais, Donc, ah ouais. il s'est planté grave. Et il a été obligé de vendre sa boîte en courant à Kraft qui a repris ça pour une bouchée de pain. Bon. Ça veut dire que quand vous avez une activité qui est, comment dire, qui péniblement crache du 4-5%, faire de l'endettement à 4-5% est quand même quelque chose de compliqué. C'est ça. Voilà, donc il faut vraiment C'est très clair. un moyen de rentabiliser. Alors aujourd'hui, les taux, hein, alors ça dépend. Moi, j'ai des propositions sur Internet. Alors je ne sais pas ce que ça vaut parce que il y a toujours des grands voyous qui essayent de faire des entourloupes, mais il y a des propositions à 2%. Une proposition à 2% sur Internet, si c'est vrai, c'est du paméli parce que c'est cadeau. Avec 2,5 d'inflation, c'est du cadeau. Bon. C'est Euh, un peu, je m'excuse, ouais. c'est rare de trouver 2% actuellement, Ah ben hein. j'en ai, j'ai deux fous furieux là qui m'ont proposé Donc, c'est encore. c'est pas Euh, sérieux ce genre de proposition, je ben pense. voilà, Non, alors non. voilà, ce que je pense, c'est que c'est pas sérieux. Si on Ouais. travaille avec une banque, aujourd'hui, on est plus dans les 4-4-5, quoi. Maintenant, aux C'est ça. États-Unis, vous savez qu'aux États-Unis, maintenant, les taux, ils varient entre 6,5 et 8. Vous savez ça ou pas? Et oui, mais c'est à cause de l'inflation.
Ouais. et à cause de la politique de notre ami Trump, Ah, oui, c'est ça. Ouais. qui a mis en place des quotas, des barrières à l'importation et Mhm. compagnie. Je veux dire, Ouais, ouais, ouais. enfin, Messieurs, tout est lié. Tout est je lié. voudrais qu'on conclue en fait maintenant peut-être avec un petit tour de table, enfin un petit tour, mais très rapide sur trois conseils à donner, je dirais, à ceux qui cherchent de l'argent. Euh, Slim, peut-être si toi, commence et dis voilà, qu'est-ce que tu peux conseiller notamment là dans ton domaine sur le développement international et en particulier donc sur le financement des transactions entre l'Europe et l'Afrique. Qu'est-ce que tu vas conseiller à la fois aux entreprises africaines et aussi aux entreprises européennes? Regarde, pour moi, les entreprises européennes, Un conseil à leur donner à chacun. les entreprises françaises, européennes, ils ont une grande aubaine vers le marché africain. Le marché africain, c'est un marché porteur. Le marché africain, malgré que c'est un marché risqué, mais il y a beaucoup d'argent en Afrique. Je conseille les exportateurs d'aller en avant et nous avons tous les moyens pour sécuriser donc les exportateurs français sur l'Afrique. On est là. Donc, je suis spécialiste sur le marché africain et j'ai réalisé pas mal d'opérations sur l'Afrique avec zéro risque. Donc, je Hmm. conseille aux entreprises exportatrices françaises d'aller en avant et de franchir le pas et c'est gagné. Je dis et je le redis, c'est gagné. Et aux Africains, qu'est-ce que tu leur dis? Aux porteurs Je de leur dis, projets africains, notamment qui ont besoin d'argent, qui veulent financer leurs projets, ou qui ont aussi et qui ont besoin, à qui on demande aussi des garanties financières, parce que notamment le crédit acheteur, le crédit fournisseur, franchement, 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 on franchement, demande aussi des garanties à l'acheteur. franchement, le marché africain, c'est un marché risqué. Et je crois que les banques françaises ne veulent pas ou n'ont pas intérêt à financer des entreprises privées, mais seuls les bailleurs de fonds qui peuvent financer les transactions, les Africains. Donc, pas les entreprises, pas les banques françaises, pas les banques européennes. Je n'ai Ouais, jamais vu une C'est banque clair. française qui ouais. finance un client, une entreprise africaine. Mais je vois que les bailleurs de fonds donc, peuvent financer des transactions entre l'Afrique et l'Europe et partout dans le monde. Pour souligner ce que Merci, dit Slim. Slim, pour souligner ce que dit Slim, j'ai même l'exemple, moi, d'une banque française qui a pignon sur rue, représentée en Afrique de manière extrêmement importante, qui a refusé de prendre une lettre de crédit qui faisait 10 millions d'euros pour la financer parce que c'était trop gros pour la banque africaine. Ouais, ouais. Et la banque française a refusé de la financer. Alors que c'était, comment dire, de filiale, pas filiale à filiale, mais enfin établissement A, établissement B, quoi. Regarde, je Et, vais vous dire une chose, une confidence. J'ai accompagné une entreprise tunisienne qui a exporté vers la Libye pour 8 millions d'euros. Et vous savez bien que le marché libyen, c'est un marché très, très, très risqué. Mais compte tenu des techniques utilisées pour l'opération de financement de cette opération, l'exportateur tunisien, il a exporté avec aucun incident financier sur cette opération d'exportation. Quand vous me posez la question comment ça se fait comme ça, le Tunisien, il a obtenu une lettre de crédit qui a été confirmée et validée par une banque se trouvant à Paris. Donc c'est elle qui Ah a oui. ouais. pris l'engagement de payer les Tunisiens. Et pourquoi la banque française elle a fait ça? Parce qu'elle a un compte, ou une banque allemande, je crois qu'une banque en Angleterre, elle a un compte d'une banque libyenne chez elle en euros. Donc le problème Ah, est résolu. Ouais. oui, c'est ça. Oui, donc c'est toujours ce genre de détails qui font la différence. Ouais, c'est ça. Philippe, un mot pour conclure. Est-ce qu'il faut emprunter de l'argent aujourd'hui aux banques ou pas? Quand tu es une PME, est-ce Si que le tu peux y projet, aller ou est-ce si qu'il le faut projet est attendre? viable, si le projet est viable et qu'on est sûr de son coût, oui. Le problème, c'est le risque de l'entrepreneur. On connaît très bien ça. Le marché peut se retourner, etc. En fait, je vais au-delà de la question, moi. Je pense dans la vie, il faut être têtu. Et j'ai un exemple merveilleux, c'est Monsieur Ma. Monsieur Ma, il a tout raté dans sa vie.
quand il était jeune. Il a tout raté. Il a créé un site internet qui s'est planté, mais c'est pas grave. Il a continué. Il s'est entêté. Il a dit je veux créer un site internet. Et aujourd'hui, ben, Monsieur Ma, il est propriétaire d'un site que tout le monde connaît très bien, milliardaire. Voilà. Juste, Ah, il juste était trop Jean-Pierre, vous petit, pour dire une chose. il était trop Ouais. petit, il n'était pas assez grand, il n'était pas assez fort, il manquait ci, il manquait là, etc. Et ben finalement, il était entêté et il a Donc, réussi à créer quelque chose qui est absolument fabuleux. Alibaba. ton point sur l'entêtement, ça me rappelle quelque chose. Merci Juste, beaucoup. On va arrêter là juste un parce que petit point, sinon on juste un va. petit point, Monsieur Jean-Pierre, juste Vas-y, un petit point. vas-y, Slim. Regarde, à mon avis, il faut que l'entreprise a une soupape de sécurité financière pour pouvoir réussir. Il ne faut pas compter à 100% sur le crédit bancaire. Ah non, c'est clair. Ouais, c'est clair. Il faut avoir faut Bon, avoir un petit écoutez, matelas, mais bon. on aura l'occasion parce que c'est un sujet, quand même, c'est des sujets critiques et c'est des sujets en même temps passionnants quand on est avec des gens qui sont très concrets. Merci à vous. Je voulais juste quand même terminer pour vous dire que Convergence, c'est aussi un réseau d'affaires et on peut le rejoindre aujourd'hui. N'hésitez pas. Vous avez ici les contacts. On partagera de toute façon avec tous ceux qui assistent Jean-Pierre, juste, notre. je salue Monsieur Dubos pour son intervention et ravi de faire sa connaissance. Mais moi également. Non, mais je vous salue. Merci à tous les deux pour votre intervention extrêmement précise et pleine d'apprentissage. Il a